Bonjour les amis, voici l'histoire bouleversante de Lydia, une mère aimante, trahie par ceux qu'elle croyait les plus proches. Entre apparences trompeuses, dangers cachés et lutte pour la survie, plongée dans un récit où chaque geste d'amour peut cacher une menace mortelle. Préparez-vous à découvrir une vérité glaçante qui pourrait arriver à n'importe qui. Une mystérieuse note du médecin. Fuyez votre famille. Après une consultation de routine chez le thérapeute, mon médecin traitant, Dr Pierre Lambert, que je connaissais depuis de nombreuses années, m'accompagna jusqu'à la porte. En partant, il glissa discrètement un papier plié dans ma poche. Je le regardais, surprise, et lui, il porta un doigt à ses lèvres et secoua tristement la tête. Dans le couloir de la clinique, je dépliai le papier. Un frisson me parcourut l'échine. Sur une simple feuille de carnet, griffonnée à la hâte, figuraient 4 mots. « Fuyez votre famille ». J'ai souri, croyant à une mauvaise blague ou à une erreur. Mais ce soir-là, je compris que ce mot venait de me sauver la vie. Je marchais vers chez moi, foulant les feuilles dorées qui craquaient sous mes pas, encore troublé par le comportement étrange de Dr Pierre Lambert. Il suivait mon dossier médical depuis l'époque où mon cher Pierre était encore vivant. Il avait toujours été un médecin attentif, réfléchi, un peu maniaque même. Jamais il ne s'était permis la moindre familiarité. Peut-être que l'âge le rattrapait, ou alors il s'était trompé de patiente. Après tout, il s'occupait de tout le quartier. En pensant cela, j'ai froissé le papier et l'ai enfoncé au fond de la poche de mon manteau. À 58 ans, je ne croyais plus aux histoires à sensations. Ma vie me semblait stable, claire. Depuis la mort de mon mari, mon fils Julien était devenu tout mon monde. Et il y a 3 ans, il avait ramené chez nous sa fiancée, Sophie. Comme toute mère, je l'avais accueilli à bras ouverts. Il s'était marié et avait choisi de vivre avec moi dans notre appartement de 3 pièces. J'avais proposé d'échanger le logement pour leur laisser plus d'espace, mais Julien s'y était opposé. « Maman, comment pourrions-nous te laisser seule? Tu es notre trésor. » Il me prenait par les épaules et me serrait contre lui. Mon cœur fondait. J'ai ouvert la porte avec ma clé et j'ai été immédiatement enveloppée par une douce odeur de pâtisserie. Sophie avait sûrement préparé ma tarte aux pommes préférée. « Mamounette, vous êtes rentrée », lança-t-elle en sortant de la cuisine, s'essuyant les mains. « Alors le médecin, tout va bien ?» demanda-t-elle avec un regard sincèrement inquiet. Cette attention m'a fait oublier la note. « Tout est normal, Sophie. Rien d'alarmant, juste une tension un peu instable. Il m'a prescrit de nouveaux médicaments, mentis-je pour éviter les détails. Justement, on t'a préparé une tisane spéciale pour le cœur et les vaisseaux, dit-elle en me prenant par le bras. Sur la table trônait une belle tarte dorée. Julien sortit du salon. « Salut maman, comment tu vas? On voulait te faire plaisir. Sophie a trouvé de super vitamines. Un pharmacien de confiance les a recommandées, c'est un élixir de jeunesse. » Il me tendit un joli flacon avec une étiquette en langue étrangère vantant les bienfaits santé et longévité. « Merci mes chéris, murmurai-je ému. Leur dévouement était total, envahissant parfois. Ils décidaient de ce que je devais manger, regarder à la télé, quand me reposer. Je mettais cela sur le compte de leur amour excessif. Même si parfois cette sollicitude me semblait trop oppressante. Le soir se déroula normalement. Dîner, film soviétique ancien, tasse de thé, part de tarte. Vers 22h, je montais me coucher, fatiguée. Alors que je m'endormais, la porte grinça doucement. Sophie entra avec une soucoupe. Une grosse pilule blanche y trônait, sans aucune inscription. Elle l'accompagnait d'une tasse de tisane fumante. « Mamounette, n'oubliez pas votre petit cachet et votre tisane, pour bien dormir », murmura-t-elle tendrement. Elle posa la soucoupe sur la table de nuit et attendit. Je m'assis et une vague de nausée morale m'envahit. Assez de ces pilules, de cette tisane, comme si j'étais une grabataire. Mais je ne voulais pas froisser Sophie, alors j'ai fait semblant d'avaler, mais j'ai glissé la pilule dans ma main. Puis j'ai bu une minuscule gorgée et reposé la tasse. « Merci ma fille, bonne nuit. »« Douce nuit maman. » Elle referma la porte. Soulagée, je desserrai mon poing et observai la pilule, grosse, crayeuse, sans goût ni odeur. Je la jetterai demain, pensai-je. Mais en voulant la poser sur la table, elle m'échappa, tomba au sol et roula sous la commode. Tant pis, qu'elle y reste, murmurai-je. Je ne savais pas encore que ce détail allait me sauver la vie.
Le choc de la vérité, la mort du petit perroquet. En pleine nuit, un bruit étrange me réveilla. Un grincement léger, un gémissement étouffé. Cela venait de sous la commode. Je pris peur, je me penchai, et mon cœur se serra d'effroi. Paco, mon petit perroquet vert, gisait là, agité de convulsions. Il avait dû ouvrir la cage durant la nuit. De la mousse sortait de son bec, et autour de lui, des miettes de la pilule tombaient. Ce petit oiseau m'avait été offert par mon défunt mari. Un souvenir vivant de notre bonheur. Je le pris dans mes mains, mais il était trop tard. Il était déjà mort. Je me mis à pleurer, assis sur le sol glacé, le tenant contre moi. Et c'est là que mon regard se posa sur la tasse de thé refroidie, puis sur le flacon de vitamines. Tout prit sens en une seconde. La sollicitude étouffante, les médicaments douteux, les regards affolés de docteur. Pierre Lambert, la note « Fuyez votre famille ». Ce n'était pas des vitamines, c'était du poison. Mon propre fils, sa femme, mes chers enfants, m'avaient chaque soir apporté la mort sur un plateau. Et si ce n'était pas pour Paco, je ne serais plus là. Un plan d'évasion naît dans la nuit. Je regardais les murs de cet appartement, jadis mon refuge, devenu une prison. L'air me semblait empoisonné. Mes proches, des monstres froids sous un masque d'amour. Puis vint la clarté glaciale. La note du docteur était un avertissement, pas une erreur. Je ne sais combien de temps je suis resté là, pétrifié. Puis, quelque chose s'est activé en moi. L'instinct, l'expérience, le courage, plus de larmes. Il fallait agir, vite, discrètement, stratégiquement. Je me levai sans bruit. Je remis le petit corps dans sa cage et le couvris d'un mouchoir. Je pris le flacon de vitamines tremblante et le cachai dans ma sacoche avec mes papiers et mon portefeuille. J'emportai la tasse et vidai son contenu dans l'évier, rinçant minutieusement tout. Puis je retournai me coucher. Je n'ai pas dormi. J'ai écouté. Chaque pas, chaque craquement me glaçait le sang. Et cette nuit-là, dans cette veille angoissée, j'ai conçu mon plan d'évasion. Je ne pouvais pas fuir n'importe comment. Ils donneraient l'alerte. Qui sait jusqu'où ils étaient prêts à aller. Je devais trouver un prétexte crédible pour partir. Et je n'avais pas droit à l'erreur. Le matin, je me suis forcé à me lever et à agir comme si de rien n'était. Ce fut l'épreuve la plus difficile de ma vie. Quand Sophie entra dans la chambre avec mon café du matin, son sourire me parut être le rictus d'un prédateur. « Bonjour, Mamounette. Bien dormi? Notre petite tisane a fait son effet, chantonna-t-elle. « Oui, merci, ma chérie. J'ai dormi comme un bébé, répondis-je. Rien que de prononcer ces mots me glaça le dos. Je pris une gorgée de café. Ma main ne trembla pas. Je devenais une actrice dans le théâtre de ma propre tragédie. « Vous avez l'air un peu pâle ce matin, » remarqua Julien pendant le petit déjeuner. « Oui, j'ai un peu la tête qui tourne, » répondis-je, saisissant cette opportunité. « Une certaine faiblesse aussi. C'est sûrement la tension. » Je le regardais, ce fils que j'avais embrassé 1000 fois, et je ne voyais plus qu'un vide froid dans ses yeux. Où était passé mon petit garçon? Qui était cet étranger calculateur en face de moi? Pourquoi? La réponse était d'une simplicité effrayante. L'appartement. Mon 3 pièces dans un bon quartier. Je n'étais plus qu'un obstacle entre eux et la pleine propriété. Ma pension, qu'ils utilisaient soi-disant pour les dépenses du foyer, ne leur suffisait plus. Je fis semblant de composer un numéro sur mon téléphone et me tournai vers la fenêtre. « Allô, Claire? Salut, ma sœur est couchée? Tu as de la fièvre? Et tes enfants? En déplacement? Seigneur, toute seule. » Je jouais une véritable pièce de théâtre avec le téléphone éteint. Ma cousine Claire vivait réellement seule à Besançon, et cette réalité devint mon salut. Je me tournai vers Julien et Sophie. Leur visage trahissait une curiosité mal dissimulée. « Mes chéris, c'est terrible. Claire est clouée au lit et toute seule. Il faut que j'aille l'aider une petite semaine, le temps que ses enfants rentrent. » Je les observais attentivement. L'espace d'une seconde, je surpris un éclat de soulagement dans les yeux de Sophie, vite masqué par une expression compatissante. Julien fronça les sourcils mais sans réelle conviction. « Maman, dans ton état? Tu ne devrais peut-être pas, » dit-il mollement, sans la moindre inquiétude sincère. « Il le faut, mon fils. Qui d'autre peut l'aider? Ne vous inquiétez pas, je vais préparer quelques affaires, prendre mon comprimé pour la tension et y aller tranquillement. » Plus d'objections. Ils proposèrent même de m'aider à faire ma valise, mais je refusai poliment.
Je devais tout faire moi-même. Dans un petit sac de voyage, je mis quelques sous-vêtements, une robe de chambre, des pantoufles et l'essentiel. J'y glissais aussi tous mes papiers et mes petites économies cachées depuis longtemps pour un jour noir. Ce jour était arrivé. Restait une chose, la plus douloureuse. Je sortis le petit corps sans vie de la cage, l'enveloppai dans mon vieux foulard en soie et le déposai dans une boîte à chaussures. Sans un bruit, je quittai l'appartement et descendis dans la cour. Derrière l'immeuble, dans un petit jardin, je creusai une fosse sous un vieux cerisier et j'y enterrai mon petit ami, mon sauveur involontaire. Les larmes me montèrent à la gorge, mais je ne me permis pas de pleurer. Le médecin raconte ce qu'il a vu. De retour chez moi, je m'habillais. Julien appela un taxi. « Maman, sois prudente. Appelle-nous quand tu arrives, » dit-il en m'enlaçant pour me dire au revoir. Son étreinte était glaciale comme de la glace. « Bien sûr, mon fils, » murmurai-je me retenant de reculer. Sophie me fit un petit signe depuis le seuil de la porte. « Bon voyage, ma mounette, soignez-vous bien toutes les deux. » Je montai dans le taxi sans me retourner. La voiture démarra, m'éloignant de cette maison devenue un piège mortel. Ce n'est que lorsque nous quittâmes les rues familières que je pus enfin respirer. J'étais libre. Dans ma valise, je transportais une preuve terrifiante, le flacon de poison déguisé en vitamines. Et une seule pensée tambourinait dans ma tête, retrouver Dr Pierre Lambert. Comprendre la vérité. Je ne partais pas pour Besançon. Je partais à la recherche de réponses. Le taxi m'emportait à travers la ville encore endormie, mais je ne voyais ni les rues, ni les gens. Devant mes yeux, toujours la scène effroyable de la nuit passée. Je donnai au chauffeur l'adresse de la clinique. Aller à Besançon aurait été inutile et dangereux. Le seul homme qui pouvait m'aider désormais, c'était Dr Pierre Lambert. Je l'attendis à la fin de ses consultations, assis sur un banc froid dans le couloir désert. Lorsque le dernier patient sortit de son cabinet, je me levai et entrai. Dr Pierre Lambert enlevait sa blouse blanche. En me voyant, il sursauta. Une vague d'émotion passa sur son visage. Surprise, peur et soulagement. « Lydia Moreau, vous ici ? Dieu merci, vous êtes vivante, » murmura-t-il en verrouillant la porte rapidement. « Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai pensé à vous sans arrêt. »« Moi non plus, je n'ai pas dormi, Dr Pierre Lambert, » répondis-je doucement, et incapable de me retenir plus longtemps, j'éclatai en sanglots. Les larmes, refoulées toute la nuit et le matin, débordèrent d'un coup. Il me fit asseoir et me servit un verre d'eau du distributeur. « Calmez-vous, Lydia Moreau. L'essentiel, c'est que vous ayez quitté cette maison. Racontez-moi. » Et j'ai tout raconté. Leur fausse bienveillance, les vitamines, la pilule échappée par hasard, mon pauvre Paco. En parlant, je sortis de mon sac le flacon et le posai sur la table. Dr Pierre Lambert le prit, l'examina. Son visage s'assombrit encore. « Je m'en doutais, dit-il d'une voix sourde. C'est un médicament très puissant. À forte dose, il provoque un arrêt cardiaque. Cela ressemble à une simple crise cardiaque, surtout avec vos antécédents. Aucun soupçon possible. Mais, comment saviez-vous ? Demandai-je en essuyant mes larmes. Il poussa un profond soupir. Par pur hasard, Lydia Moreau. Une simple coïncidence. Avant-hier soir, je rentrais chez moi. Je passe souvent près de chez vous. J'ai vu votre belle-fille, Sophie, en train de parler avec un homme. J'aurais pu ne pas faire attention. Mais il avait un air louche. Ce genre de type, je le connais. C'est un pharmacien d'une officine privée à la périphérie de la ville. Une très mauvaise réputation. Il vend sous le manteau des médicaments à usage restreint. Je me suis involontairement approchée pour écouter. Sophie lui donnait de l'argent et disait « L'essentiel, c'est que tout paraisse naturel. Elle est vieille, a le cœur faible, personne ne se doutera de rien. » Et lui a répondu que tout serait parfait, puis lui a tendu un flacon exactement comme celui-ci. Le médecin se tut, le regard rempli d'un immense chagrin et de compassion. J'étais glacée de l'intérieur. J'ai tout de suite compris de qui il s'agissait. Mais je ne pouvais pas aller à la police. Je n'avais aucune preuve, juste un fragment de conversation. On se serait moqué de moi. La seule chose que je pouvais faire, c'était vous avertir. Je n'ai cessé d'attendre votre venue sur des charbons ardents. Pardonnez-moi de l'avoir fait ainsi en douce, par un mot. Je n'avais pas d'autre moyen. Je restais pétrifiée. Ce n'était donc pas de la paranoïa, ni une lubie soudaine. Ce n'était pas un malentendu. C'était un plan réfléchi, froid,
Un projet de meurtre. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, murmurai-je désespéré. Je n'ai personne. Si je vais à la police, ils ne me croiront pas non plus. Ils parleront de querelles de famille. Ils vous croiront, répondit fermement Dr Pierre Lambert. Maintenant, ils vous croiront. Vous avez une preuve essentielle. Il désigna le flacon. Nous l'enverrons en analyse. Et puis vous m'avez moi. Je vous accompagnerai et je témoignerai. Je dirai tout ce que j'ai vu et entendu. Et nous sommes partis ensemble. Moi, une femme âgée, le cœur brisé, et lui, un médecin vieillissant qui n'avait pas hésité à risquer sa réputation pour me sauver la vie. Au poste de police, nous avons d'abord été accueillis avec scepticisme. Mais lorsque Dr Pierre Lambert s'est présenté et a commencé à raconter son histoire, et quand j'ai posé le flacon sur la table, le ton a changé. L'enquêteur, un jeune capitaine compétent, nous a écoutés attentivement, a pris ma plainte et a envoyé le flacon en analyse urgente. Et puis a commencé la partie la plus difficile, simuler mon retour à la maison. L'enquêteur a mis en place un plan. Je devais appeler mon fils et lui dire que la situation s'était arrangée chez ma sœur et que je rentrais. « Maman, tu rentres déjà si tôt ?» Dans la voix de Julia, on entendait une déception manifeste, mêlée d'inquiétude. « Et comment tu te sens ?»« Ça va, mon fils. Ma tension est redescendue, » répondis-je, la voix tremblante malgré moi. Le soir, je suis rentrée chez moi, mais je n'étais pas seule. Dans la pièce d'à côté, des agents étaient en embuscade. Julia et Sophie m'ont accueillie avec les mêmes sourires hypocrites. « Beau retour, ma mounette, on pensait que vous resteriez plus longtemps, » gazouilla Sophie. Ils se sont affairés à dresser la table comme d'habitude. Et comme d'habitude, après le dîner, Sophie m'apporta dans ma chambre une tasse de tisane et une pilule sur une soucoupe. Sauf que cette fois, c'était une autre pilule, d'un nouveau flacon. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Ils avaient décidé d'aller jusqu'au bout. Comme l'avait expliqué l'enquêteur, j'ai pris la tasse. Et au moment précis où je l'approchais de mes lèvres, la police a fait irruption dans la pièce. La suite me revient comme dans un brouillard. Le cri de Sophie, le visage figé de Julien. Il n'a même pas essayé de nier. Il s'est contenté de me fixer avec des yeux vides, étrangers. Les analyses ont confirmé. La pilule et la tisane qu'il m'avait apportée contenaient bien du poison. Ils ont été arrêtés sur place, dans mon propre appartement. 1 an plus tard. Justice rendue. 1 an a passé. Le tribunal a condamné Julien et Sophie à de longues peines de prison. L'appartement, celui pour lequel ils avaient été prêts à commettre un meurtre, je l'ai vendu. Je ne pouvais plus vivre entre ces murs, chargés de trahison. J'ai acheté un petit appartement simple mais chaleureux, dans un quartier calme et verdoyant, près de chez Dr Pierre Lambert et sa femme. Nous sommes devenus très proches, et nous nous rendons souvent visite. Nouvelle vie et leçons tirées. J'ai mis longtemps à m'en remettre. La blessure infligée par mon propre fils ne guérira jamais entièrement. Mais avec le temps, la douleur s'est atténuée. J'ai compris que ma vie ne s'était pas arrêtée. J'ai rencontré des personnes formidables qui sont devenues ma vraie famille. J'ai réappris à profiter des petites joies de la vie. Un jour ensoleillé, un bon livre, une conversation autour d'une tasse de thé. J'ai même adopté un petit chaton roux qui ronronne maintenant sur mes genoux. La vie peut nous infliger les pires épreuves, mais elle peut aussi nous offrir une seconde chance. Une chance de réparer, d'être heureux à nouveau, de se reconstruire. L'important, c'est de ne jamais abandonner et de croire que même après la nuit la plus noire, l'aube finit toujours par se lever. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à mettre un like, laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne. Votre soutien est précieux. Prenez soin de vous et restez vigilants.